Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique s'est ouvert ce samedi à Dakar au Sénégal. 16 projets d'infrastructures régionaux sont à l'honneur. Les sénateurs et députés nationaux de la République démocratique du Congo étaient réunis en congrès ce samedi. Ils ont nommé 3 des 9 membres de la future Cour constitutionnelle. 5 équipes africaines sont en compétition mondiale de football du Brésil. Dans la nuit de samedi à dimanche, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont imposés face au Japon sur un score de 2-1. Dakar accueille pendant 2 jours un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique en présence de nombreux chefs d'État, dont Goodluck Jonathan du Nigeria, Macky Sall du Sénégal ou encore Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Objectif de la rencontre, accélérer la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de projets régionaux d'infrastructures. Les précisions de notre envoyé spécial au Sénégal, Nicolas Cuquel. Le continent africain manque cruellement d'infrastructures. C'est le constat établi par les participants du secteur public et privé présents à cette rencontre préparatoire sur le financement des infrastructures en Afrique. Défis infrastructurels par rapport au projet du PIDA, engagement politique, participation du secteur privé, autant de thèmes de discussion pour ce rendez-vous de 2 jours à Dakar. Car si les fonds ne manquent pas aujourd'hui sur le continent, il convient de trouver les mécanismes pour les mobiliser. Il faut absolument trouver une façon novatrice de financer l'énergie, chemin de fer, port maritime et le reste. Alors, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais il faut trouver un terrain d'entente entre les promoteurs des projets, entre les organismes de financement, entre les capitaux privés, et pour identifier un certain nombre de projets transformateurs qui sont viables sur le plan commercial, mais qui tombent aussi dans le giron du NEPAD. Au cours de cette rencontre, les 16 projets du plan d'action prioritaire du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, ont fait l'objet d'une attention particulière. D'un montant de 68 milliards de dollars, il s'agit de projets dans les domaines des transports ferroviaires et routiers ou encore l'énergie et les télécommunications. Des chantiers importants pour lesquels l'apport du secteur privé est indispensable dans le cadre de partenariats PPP. Il faut attirer l'attention du secteur privé, prendre des mesures pour accroître la confiance, leur donner des garanties pour que les investisseurs privés puissent investir dans les projets prioritaires. Il faut donner des opportunités, proposer des lois pour promouvoir l'apport du secteur privé local en Afrique afin de développer les infrastructures. Les infrastructures sont le moteur du développement, mais les défis restent nombreux. Le sommet des chefs d'État de ce dimanche devrait établir l'agenda de Dakar, un plan d'action pour ouvrir la voie vers la réalisation de ces projets. Eugène Bagnakou-Loapé, Félix Foundouamé, Tepe Mako et Corneille Wazemba Songo ont été choisis pour devenir membres de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Cet organe institutionnel prévu par la Constitution de 2006 n'avait pas encore été mis en place. Une avancée donc, mais certains groupes parlementaires critiquent une relative absence de transparence dans la désignation de ces 3 personnalités. Guillaume Durand. La Cour constitutionnelle prévue par la Constitution de 2006 n'avait jusqu'à présent jamais été mise sur pied en République démocratique du Congo. La nomination ce samedi de 3 des futurs membres de cette Cour par les sénateurs et députés nationaux relance cette volonté institutionnelle. La Cour est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle a également la compétence de juger le contentieux des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse une période institutionnelle assez mouvementée. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, la CENI de l'abbé Malou Malou avait tendance à se substituer dans ses prises de décision à la Cour constitutionnelle. Ces 2 facteurs ont amené en effet les autorités de la République démocratique du Congo à examiner cette Cour constitutionnelle de 2006. Mais le processus de désignation de ces 3 personnalités ne fait pas consensus. Le groupe parlementaire UDPS et alliés a claqué la porte, dénonçant un manque criant de transparence. Les personnes choisies, non pas qu'elles ne soient pas capables de remplir leur mission, mais elles ont été un peu choisies de façon non transparente. Cette façon non transparente complique les relations entre le gouvernement de M. Kabila et une partie, bien entendu, de l'opposition. On a l'impression, en effet,
qu'il n'y a pas de continuité institutionnelle et que les institutions sont utilisées ici un peu au gré des acteurs en place et dont le gouvernement. Il va falloir maintenant attendre et de voir ce que cela va donner. Eugène Banyakulu-Wapé, Félix Vundwawe Tepemako et Corneille Wasanda Songo, désignés par le Parlement, vont s'ajouter à 6 autres personnalités qui ne sont pas encore connues. Il s'agit de 6 autres membres de cette cour qui seront désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections locales du 29 juin s'est ouverte ce samedi à minuit, ce pour une durée de 14 jours. Ces élections, les premières depuis l'adoption de la loi portant acte 3 de la décentralisation, mettront en concurrence plus de 2700 listes. En raison du nombre particulièrement important des listes en compétition, le gouvernement a augmenté de 5 milliards de francs CFA l'enveloppe initiale de 10 milliards de francs CFA prévue pour l'organisation matérielle du scrutin. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans cet état d'esprit que plusieurs acteurs congolais s'étaient rassemblés à Paris à l'occasion de plusieurs assises afin d'échanger et de mettre en place des stratégies en cas de crise politique à l'approche des élections. Leur revendication est la suivante, l'alternance démocratique. Thierry Noir. Le Congo se remet timidement de la crise politique dont il a été le théâtre et pourtant plusieurs acteurs politiques et membres de l'opposition ont joint leurs efforts pour se préparer à un nouvel épisode de tension. En effet, plusieurs d'entre eux affirment que le président Denis Sassou Nguesso souhaiterait modifier la Constitution afin de se présenter aux élections de 2016. Une nouvelle qui ne ravit pas l'opposition, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par le gouvernement en place. Les inquiétudes sont en revanche bien présentes. Nous devions nous rassembler sur un objectif commun. Et nous avons trouvé comme objectif le non au changement et à la révision de la Constitution. Pour cette opposition, même si les interrogations restent nombreuses, il faut anticiper les désagréments. Nous savons que notre pays, quand il y a l'approche des élections, il y a toujours des problèmes. Nous voulons prévenir les conflits. Nous sommes des hommes très pacifiques et nous pensons que par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, il vaut mieux prévenir et qu'il faudrait revenir à l'alternance démocratique. Une alternance démocratique qui devrait voir le jour en 2016, lors de l'élection présidentielle. Reste à savoir si le président actuel se retirera, comme le veut la Constitution, ou tentera de briguer un 3e mandat. Un acte qui serait vu comme antidémocratique. Seule solution pour Denis Sassou Nguesso, faire appel à la voix du peuple via un référendum. Mondial du football au Brésil, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont imposés face au Japon sur un score de 2-1 dans la nuit de samedi à dimanche. 2 buts inscrits respectivement par Wilfried Bony et Gervinho. Retour sur le déroulement de ce match avec Aminata Diak. Victoire de la Côte d'Ivoire sur le Japon. La deuxième rencontre du groupe C à l'Arena Pernambuco de Recife s'est soldée par un score de 2-1. Après l'ouverture du score par le milieu de terrain japonais Keisuke Honda à la 16e minute, les éléphants ont renversé la tendance à la seconde période avec le but inscrit par Wilfried Bony à la 64e minute et celui de Gervinho 2 minutes plus tard. Je crois que les Ivoiriens ont plus subi le score que le match. En réalité, souvenez-vous qu'en début de partie, les Ivoiriens paraissaient maîtres de la situation, sauf que dès la première incursion, les Japonais ont eu le talent d'inscrire ce but-là. Et en foot, dès que vous êtes mené, les choses changent un peu. Donc, à partir du moment où le Japon menait, les Ivoiriens se sont retrouvés légèrement inférieurs, mais comme ils ont plus de talent, à la longue, ils ont fini par renverser la vapeur, notamment avec l'entrée de Didier Drogba. Le jeu des Japonais est également salué par certains spécialistes qui soulignent les performances exemplaires des samouraïs depuis quelques années. Les Japonais sont systématiquement là depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils participent aux grandes compétitions depuis un certain temps. Il leur manquait quelque chose, il leur manquait déjà de répondre aux défis physiques, et là aujourd'hui on voit que physiquement ils sont au point, ils arrivaient même à prendre quelques ballons de la tête aux Ivoiriens alors que les Ivoiriens sont connus justement pour leur impact physique. Au niveau du cardio, ils sont très bons, ça veut dire qu'ils sont en mesure de répéter les efforts un certain nombre de fois. Tactiquement et techniquement, ils sont là. Donc moi, c'est une équipe qui me surprend beaucoup, je ne les voyais pas à ce niveau-là physiquement. La Côte d'Ivoire est à la tête de leur groupe C à égalité avec la Colombie. Les deux équipes se rencontreront le jeudi 19 juin au Stade national de Brasilia. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.